10 jours de grève, 300 ouvriers, une mine paralysée. Ici Maxime Coutier. À Aujourd'hui l'Histoire, la grève des Fros, le soulèvement des ouvriers de la mine Noranda. Les Fros ont travaillé un certain nombre d'années. Ils ont rencontré à un moment donné le gérant de la mine, qui s'appelle M. Roscoe. Roscoe était un type passablement refermé sur lui-même, qui avait acquis son métier d'ingénieur minier dans les mines d'or d'Afrique du Sud au détour du siècle. Ce qui laisse supposer une certaine conception des relations industrielles. Richard Desjardins, c'était au Club Soda en 1993, présentation de sa chanson Les Fros, qui raconte mieux que quiconque sans doute cette première tentative de syndicalisation des travailleurs de l'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue. 12 juin 1934, 300 des 1300 travailleurs de la Noranda refusent de descendre sous terre. 90% sont des travailleurs étrangers, la plupart originaires d'Europe de l'Est. D'où cette appellation, les Fros, contraction de l'anglais « foreigners », une grève de courte durée, sévèrement réprimée. Ils ont demandé des ventilateurs à cause du gaz dans le smelter. On veut de l'eau chaude, on veut aussi un peu de soleil avant la nuit, remonter la cage avant 5 heures. They all les Fros, a dit Roscoe, that's what I call a city cause, 'cause I'm only here for the money, stupid. The French Canadians wanted by the mine. Ça fait 50 ans aujourd'hui que les blocs sont ici pour le cuivre, nous autres un peu plus pour survivre comme des lièvres qui courent la nuit. À Montréal, Il est dur, très dur, le quotidien des mineurs de la Noranda à l'époque. Alors que la crise économique des années 30 sévit, les travailleurs serrent les dents et plient les chines. De longues journées, sous terre, mal payés, sans parler des accidents, les incendies, les éboulements, les morts ou les blessures. C'est justement pour obtenir de meilleures conditions de travail que les Fros décident de faire la grève. Ils n'obtiendront à peu près rien, si ce n'est que leur congédiement. Le mouvement de grève échoue et avec lui, toute tentative de syndicalisation. Pour parler de ce conflit de travail historique en Abitibi-Témiscamingue, avec nous, Félix Bédéfossé, journaliste spécialisé en histoire, lui-même fier Abitibien, que l'on joint chez lui, à Rouyn-Noranda. Bonjour Félix. Et bonjour Maxime. Un mot d'abord sur les Fros, les foreigners. Qui étaient-ils? C'était des gens essentiellement qui étaient originaires d'Europe de l'Est, donc de pays comme la Pologne, l'Ukraine, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Lettonie, mais aussi l'Allemagne, l'Italie, donc on est plutôt en Europe ici, et il y avait même des Scandinaves, notamment des Finlandais. C'est que, voyez-vous, Maxime, là, après la Première Guerre mondiale, en 1919, le Canada a ouvert ses portes à l'immigration. Donc, il y a près de 1,5 million d'immigrants qui se sont installés au Canada en 10 ans. Il y a plusieurs de ces pays que je vous ai cités qui faisaient partie de l'Empire austro-hongrois jusqu'à la Première Guerre mondiale, bien entendu. Alors, comme on peut s'en douter, ce conflit armé, ça a amené une grande déstabilisation des pays, ça a poussé des millions de gens à vouloir partir, et la mine Noranda, donc, elle arrive dans ce contexte-là. Elle entre en activité en 1925, on est 7 ans après la Première Guerre mondiale, on est en pleine vague d'immigration austro-hongroise, et au début du 20e siècle, juste avant, donc, tout ça, le nord-est ontarien, lui, s'est peuplé tranquillement autour du chemin de fer transcanadien et des découvertes minières qui se sont faites autour de ce chemin de fer-là, notamment dans le secteur de Cobalt, dans le Témiscamingue ontarien, où là, on va extraire de l'argent. Alors, c'est une vraie ruée vers l'or, ou dans ce cas-ci, de l'argent qui va se faire dans le nord-est ontarien. Et cette ruée, c'est aussi celle de l'Abitibi minière. Hein? Mais ces ruées-là sont peut-être moins racontées que celles du Klondike, par exemple. Je suppose que le phénomène devenait un peu plus habituel depuis aussi l'ouverture de l'Ouest américain où il y avait eu d'autres ruées vers l'or. Ça nourrissait peut-être un peu moins l'esprit et l'imaginaire des gens. Mais bref, il y a des ressortissants de partout au Canada et d'ailleurs dans le monde qui arrivent dans le secteur pour trouver eux aussi des gisements ou encore pour lancer des entreprises au sein de ces nouvelles communautés qui poussent comme des champignons. Ce sont véritablement des boomtowns, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors il y a des opportunités non seulement pour trouver ces gisements, mais aussi pour lancer des entreprises. Bon, il y a plein de découvertes de gisements qui se font à cette époque-là, comme je le disais, dans le nord-est ontarien et jusque dans l'Abitibi minière, autour d'une
structure géologique qui est d'une richesse inouïe. Ça s'appelle la faille de Cadillac. Et cette même structure géologique, on l'exploite encore aujourd'hui, Maxime. Des mines comme, par exemple, la canadienne Malartic, qui est en activité, immense mine à ciel ouvert. Là, c'est encore sur la faille de Cadillac. Alors, les prospecteurs ne le savaient pas encore à cette époque-là, mais cette faille, bien sûr, elle passe de part et d'autre de la frontière québéco-ontarienne. Alors, l'exploration des prospecteurs installés en Ontario finit par les mener de notre côté de la frontière au Québec. Il y a des découvertes qui sont faites dans le secteur qui est aujourd'hui celui de Rouyn-Noranda, juste en bordure de l'Ontario. Des prospecteurs de France trouvent en premier de l'or dans le secteur, mais ensuite, c'est un prospecteur canadien qui va trouver de l'or et surtout du cuivre. Et puis, on va en parler un petit peu plus tard, bien sûr, la mine Noranda se développe. Elle devient la plus importante mine canadienne à cette époque. On en sort du cuivre. L'entreprise est donc, c'est important de le mentionner, ontarienne en terre québécoise. Et les travailleurs d'Europe de l'Est qui viennent s'engager, sont ceux qui travaillent déjà dans les mines du nord de l'Ontario. Et puis, en quelques années à peine, donc, 1300 travailleurs sont engagés à la mine Noranda, dont une vaste proportion sont des nouveaux arrivants. En 1931, la population de Rouyn et Noranda est composée à 27% d'immigrants. Et au cours des années suivantes, Rouyn et Noranda vont être les deux villes les plus cosmopolites au Québec après Montréal. Oui, tout à fait. Donc, ville presque bilingue ou multilingue. Mais pourquoi ce sont les étrangers qui travaillent dans les mines? Ils font quoi, les Canadiens français, eux, à l'époque? C'est une très, très bonne question, Maxime. Les francophones, là, ils sont bûcherons en général ou ils sont agriculteurs parce qu'ils font partie des plans de colonisation un peu plus au nord de l'Abitibi. Le gouvernement québécois avait ses plans de colonisation de la région, mais cette ouverture minière, elle n'était pas prévue par le gouvernement. Alors, les francophones travaillent dans le bois essentiellement ou sur les terres. Oui. Ici, à Rouyn et Noranda, la population est anglophone aussi, parce que les anglophones qui arrivent, eux, ils vont pas sous la mine, sous terre. Là. Ils sont avocats, notaires, médecins, commerçants. Les Canadiens français, eux, comme je le disais, vont être plutôt à l'extérieur de Rouyn et Noranda. Et les Fros sont davantage, eux, engagés dans les mines parce que les dirigeants, ils croient qu'ils sont plus dociles à cause de leur disparité ethnique. Ils pensent que c'est plus difficile pour eux de s'unir parce qu'ils parlent pas nécessairement les mêmes langues, ils n'ont pas nécessairement d'affinité nationale commune, alors que les francophones, eux, avaient démontré avec la grève de bûcherons du Clérillon de 1933, l'année avant la grève des Fros, qu'ils étaient capables de s'unir et même de défier les forces policières. Donc, écoutez, les Fros avaient une longueur d'avance dans le domaine minier, ils avaient travaillé dans le nord-est ontarien, ils vont s'installer ici, mais tout se passe en anglais à Noranda et tranquillement, les Fros vont aussi arriver à se naturaliser en anglais. Alors jusqu'ici, tout va bien, là. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout ce beau monde croit avoir trouvé l'Eldorado. Oui, parce que il y a un filon, il y a un filon important à exploiter. Ça va bien. Puis l'Abitibi est un pays neuf, difficile, pas facile, hein, rouillé vers le cuivre. C'est un pays neuf défriché à la dure. Et c'est ce que nous rappelle d'ailleurs la grande journaliste Judith Jasmin. C'est à l'émission Champs libres 1964. On va l'écouter, suivi d'Albert Pelletier, premier curé de Rouyn-Noranda. Il témoignait, lui, à la radio, l'émission Le Bel Âge, Radio-Canada, 1964 également. L'Abitibi, soumise à la hache et à la charrue du colon, s'est ouverte en même temps au pic du prospecteur. Toute une race de chercheurs, aiguillonnés par l'espoir de trouver des claims magiques, à pied et en canot, dans les pires conditions de solitude, ont ainsi exploré en tous sens la forêt d'Épinette. Un éclat métallique sur une roche, c'était peut-être la fortune. Il y a toutes sortes de prospecteurs. Il y en a des bons, puis il y en a toutes les sortes. Il y en a qui cherchent des mines, puis d'autres qui cherchent le public. Il y en a qui ont cherché tout le temps de leur vie, ils n'ont jamais rien trouvé. Puis d'autres, ils trouvent ça quasiment tout en commençant. Ça va avec la loc aussi, avec la chance. Des fois, on est chanceux, on peut trouver du cuivre, quand même, ça a été bien gratté des fois, ou de l'or, ou n'importe quoi. J'aimerais mieux trouver une mine de cuivre qu'une mine d'or. Pourquoi? C'est plus payant. Ah bon, l'or, ça n'a plus de valeur? Ben, ça a de la valeur, mais ils n'en cherchent pas tant. C'est toujours plus dur à vendre une mine d'or qu'une mine de cuivre. Dans la lignée de ces prospecteurs infatigables, Edmund Horne fut un vénard. Il partait avec son canot, puis quelques victuailles, son marteau, puis sa petite lunette d'approche pour prospecter, comme on dit, chercher de l'or. Pendant 12 ans, il a cherché, puis quand il est arrivé là, par un petit ruisseau, il y avait qu'on appelle un renversi, une espèce d'ouragan qui était passé par là, avait renversé peut-être 2 acres d'arbres. Alors, ça laissait le roc nu. Alors, il est allé gratter ça avec son couteau, avec son petit marteau pointu, là. Il a vu qu'il y avait un métal brillant, en verdâtre. Mais lui, il connaissait rien que le quartz puis le schiste bleu, enfin, les roches aurifères.
Ah, ben, il dit, c'est pas ça que je veux, désappointer un peu tout de même, mais je vais prendre un échantillon de ça. Et quand il est retourné ensuite à la fin de l'automne, il y en avait un assez gros paquet de ça. Il dit, je sais pas ce que c'est ça. On va l'analyser. Alors, l'analyse révélait que c'était de calcopyrite. 90% de cuivre pur. Et avec ça, il y avait de l'or, puis un peu d'argent. Témoignage donc du curé Albert Pelletier, premier curé de Rouyn-Noranda, qui racontait ici la découverte heureuse d'un prospecteur acharné. C'est lui, Félix Edmund Horn, qui va découvrir les grands gisements puis qui va contribuer à sa façon au développement de la région. Oui, exactement, parce que ça va lancer tout le grand bal du développement de l'Abitibi minière, parce que oui, il y avait les plans de colonisation de l'Abitibi côté agriculture, plutôt dans l'Abitibi un peu plus vers le nord, mais Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Malartic, etc., c'était pas des villes qui étaient prévues par le gouvernement. Bref, on va avoir cet énorme boom, donc des villes qui vont devenir des villes champignons, et Noranda se développe, oui, comme une ville industrielle qui appartient à l'entreprise, appartient aux intérêts anglophones. Il n'y a pas de démocratie non plus à Noranda, faut le dire. Hein? La ville et plutôt l'entreprise est vraiment reine et maître. Du côté de Rouyn, par contre, l'autre côté, sur l'autre rive du lac Ossisco, ben là, ça se développe d'une manière complètement anarchique, non planifiée. Les commerçants vont s'installer, les tenanciers de restaurants et d'hôtels, mais aussi toutes sortes de contrebandiers, des gens qui vont tenir des bordels, des casinos. Alors, c'est un décor qui est planté, le Far West du Québec, littéralement. Le nord-ouest québécois, ben, c'est la nouvelle ruée vers l'or. Rouyn et Noranda vont développer toutes sortes de devantures western qui existent encore aujourd'hui, où tous ces gens d'origines différentes vont se côtoyer. Oui, avec une certaine frénésie aussi qui s'empare de la région, parce que oui, il y a de l'argent à faire, on arrive de partout, folie spéculative aussi. Spéculation foncière. À nouveau, Albert Pelletier, premier curé de la région, micro de la radio, de Radio-Canada, l'émission de Bel Âge, encore une fois, 1964. 3 ans après votre arrivée, c'est-à-dire en 28, il y avait l'église. Il y avait combien de monde, à peu près, quelle population? Il devait y avoir 500-600 familles. Attends, Seigneur. Voyez-vous, dès que c'était déclaré que la mine bâtissait, puis qu'on a vu monter l'acier du smelter, là, de la finerie, c'était entendu, on bâtit, hein? Alors là, c'est venu, puis il y avait les agents d'immeubles qui vendaient des lots par téléphone. Il y avait Pender, justement, qui m'avait précédé, là. Il envoyait des cartes qu'il avait fait lui-même, vous savez, stéréotypées, là. Tel lot, ça, c'est la banque, ici, c'est l'église, ici, c'est l'école. Là, c'était le gros boom, là. Là, c'était tel lot, tel numéro, c'est 300 piastres à 500 piastres. 500 piastres, c'est l'autre coin. Alors, les propriétaires de ces concessions minières, là, l'une, la rue Portage, où était le presbytère, séparée en deux. Un côté, c'était Rouynville, puis l'autre côté, c'était Rowan City. Comment ça? Ouais. Oui, parce que c'était deux concessions différentes. Un, c'était le bloc 8 et 9, puis l'autre, c'était le bloc 41, des concessions minières. Mais qu'on avait arpenté, on avait fait des lots, on faisait beaucoup plus d'argent à vendre des lots pour bâtir qu'à soutirer le minerai sous terre. C'est ce qu'ont fait ces compagnies-là. Rouynville, Rowan City, deux réalités, parce que oui, on est à la fin des années 20, boom minier, spéculation foncière. On imagine par contre qu'il y a un événement important qui va changer la donne, qui va refroidir un peu les ardeurs, c'est le crash de 1929. Exactement. La crise économique, elle va arriver et là, il va y avoir toutes sortes de mesures de rigueur, bien sûr, notamment dans les conditions de travail et les conditions salariales, surtout dans toutes sortes de domaines et bien sûr dans les mines. Donc, en 1929, on a le Workers' Union, qui est un syndicat d'allégeance communiste, qui est lui aussi en provenance d'Ontario, comme les intérêts de la mine Noranda, qui va commencer à s'implanter à Rouyn et à Noranda en réponse aux mesures donc des milieux de travail, aux conditions de travail, déjà très difficiles à l'époque dont on a parlé. Bon, après avoir déclenché donc la grève du secteur forestier en 1933, ces syndicats vont continuer le recrutement chez les travailleurs, mais là, cette fois-là, dans le domaine minier. Et là, Maxime, il y a des rencontres syndicales qui s'organisent en secret dans les salles communautaires de la ville de Rouyn, parce que je vous le disais, le camp minier de Noranda, lui, il appartient à la compagnie. On rend interdit les rencontres les rencontres syndicales à Noranda, alors qu'à Rouyn, là, chaque communauté culturelle a fait construire son centre communautaire. Donc, les Finlandais ont leur bâtiment, les Italiens aussi, les Ukrainiens, donc ils peuvent s'organiser là. Alors, on arrive au 11 juin 1934. Les travailleurs vont présenter leurs revendications à leur patron. Ils demandent le respect de la journée de 8 heures, le droit d'adhérer à un syndicat, l'amélioration de la ventilation et une augmentation salariale de 10%, soit de 60 à 66 cents de l'heure. C'est quand même quelque chose.
Les mineurs travaillent à ce moment-là de 6 à 7 jours par semaine, parfois de 10 à 12 heures par jour. Rappelons-le, c'est sous terre tout ça. Et c'est refusé, ça, par l'entrepreneur, l'entreprise, la partie patronale. Alors, le 12 juin, le lendemain, 1934, ce sont essentiellement les mineurs de fond qui décident de ne pas descendre sous terre. Alors, sur les 1300 travailleurs, il y en a seulement 300 qui vont choisir la grève. C'est pas énorme, mais ils vont installer leur ligne de piquetage à la guérite de la mine Noranda, comme en témoignent des photos d'archives qui sont devenues presque légendaires ici maintenant. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner, Maxime, parce que cette guérite-là, elle n'a pratiquement pas changé depuis. De nos jours, il y a encore des centaines de travailleurs qui continuent de prendre exactement le même chemin pour aller travailler aujourd'hui à la fonderie Horn. Ah oui, dans des conditions différentes, bien sûr, hein, parce que vous l'avez dit, tout ça, bon, à l'époque, ces demandes, c'est très, très mal accueilli par la compagnie. À nouveau, le récit qu'en fait Richard Desjardins. Après quelques années, ils sont allés voir M. Roscoe et ils ont exigé un certain nombre de points. Il n'y avait vraiment pas d'union, pas de syndicat dans ce temps-là, c'était évident. Premièrement, ils ont demandé un séchoir pour se sécher une fois très humide sous la terre, dangereux. Deuxièmement, quand vous levez la cage à 5 heures, ne plus jamais oublier personne dans les galeries, ce qui était courant à l'époque. Et troisièmement, un salaire qui tirait vers le salaire infinimum, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, M. Roscoe, un type refermé sur lui-même, a refermé la porte et a appelé la RCMP. Et c'est là qu'ils ont envoyé pour la première fois dans l'histoire du Québec les grenades lacrymogènes sur du monde. Les foreigners ont pas rentré, les cheminées sont arrêtées, qu'on a bien vu de Clérisy. Laissons brûler les abattis, la mine en gage, descend en cage. Y a pas de trou plus sombre qu'ici. Oh, bend on your knees, commies, and sing a song for your kind Copper King. Vive la compagnie! On n'aime pas longtemps. Au Félix B. Desfossés, la réponse de la compagnie, elle sera très, très, très sévère, sans équivoque. Hein? Des policiers, des gaz lacrymogènes et surtout des briseurs de grève. Qu'on recrute où? Ce sont qui, ces briseurs de grève? Bien, essentiellement, ce sont les Canadiens français. Je vous parlais des bûcherons qui travaillaient autour de Rouen et Noranda, aussi les agriculteurs qui avaient été envoyés en Abitibi pour le défrichage de la région, la colonisation de la région. Bien, ces gens-là ont été appelés à aller vers la mine Noranda et le témoignage le plus riche, c'est probablement celui du Rouyn-Norandien Rémi Jaudoin. Il a été mineur à Arnfield avant de perdre son emploi, justement avec la crise de 1929, et il est devenu mineur à la Noranda après la grève des Fraux. Il est devenu d'ailleurs syndicaliste après la Deuxième Guerre mondiale. En 1973, il écrit le livre En dessous, dans lequel il raconte sa vie de mineur et de syndicaliste. Et là, permettez-moi de vous citer ce qu'il écrit. Il explique dans son livre qu'il cherchait du travail, mais sans succès. Alors, il dit ceci. Il restait la mine Noranda, qui, durant l'été, avait subi un walk-out, grève illégale. Et la compagnie, comme représailles, avait choisi de changer son personnel. Au mois de juin, avec un groupe de copains, nous avions visité cette grève. Et nous eûmes l'impression que cet incident était arrivé comme une planche de salut pour les bûcherons de métier qui se ruaient vers la mine par plein camion. J'ai encore dans les oreilles les cris des autorités de la mine « Come on, Frenchies !» Et les Frenchies allaient avec fierté et ignorance couper le cou de d'autres travailleurs qui, comme eux, cherchaient à obtenir des conditions de travail raisonnables. Ces grévistes ne demandaient pas de luxe, croyez-moi. Il continue. Jusqu'à date, les immigrés avaient eu préférence à la Noranda parce qu'ils étaient plus flexibles devant Monsieur le Boss. Et en plus, il fallait à tout prix faire contrepoids aux familles trop nombreuses chez les Canadiens français. Lorsqu'il s'agissait d'établir une majorité entre l'anglais ou le français, ces immigrés qui avaient appris quelques mots d'anglais et dont les enfants fréquentaient les écoles anglaises tombaient automatiquement du côté des Anglais. Durant la grève, tous ces détails étaient oubliés en faveur de l'objectif principal, le maintien de la production à son niveau normal en vue des profits, qui, contre et envers tout, ne devait pas souffrir du malentendu entre patrons et ouvriers. Donc, ça en dit long sur les relations. Oui, tout à fait. Tout à coup, les Frenchies devenaient intéressants parce que, vous l'avez dit, hein, on est donc en 1934, il y a des chômeurs, il y a un bassin important, des bûcherons, des Canadiens français qui sont sans travail et qui ont besoin, évidemment, de travailler dans les circonstances. Mm-hmm. Est-ce que, parce que c'est une courte grève, 10 jours à peine, mais un mouvement de grève très important dans l'histoire et surtout dans l'histoire de la région, est-ce qu'il y a eu des gains importants malgré tout?
Si peu, Maxime, si peu, et je vais citer Rémi Jaudoin de nouveau. La seule amélioration que cette grève a apportée fut la construction d'une draille, c'est un vestiaire, ça, essentiellement, avec casier pour chacun, un entrepôt à outils, une chambre aux premiers soins. Écoutez, ça, je me permets un commentaire. C'est si peu dans un endroit où il y a autant d'accidents, une chambre aux premiers soins, et un comptoir pour shift boss. Je continue la citation. La grande majorité des grévistes n'en ont pas joui, cependant, puisqu'en grand nombre, ils furent congédiés. L'accueil chaleureux qu'on faisait au SCAB fut de courte durée et les travaux souterrains se continuèrent de la même façon ou à peu près qu'auparavant. En octobre, j'ai décidé de faire application à la Noranda, alors lui aussi a été contraint finalement d'aller travailler là à cause de la crise. Et il y a l'historien régional Benoît Baudrigour, lui, qui dit pendant pratiquement 15 ans dans les mines, il n'y a pas eu d'action syndicale par la suite. Ça a tué l'implantation des syndicats dans les mines de la région, comme un peu partout où il y avait des syndicats d'obédience communiste, parce qu'il faut le dire, c'était vraiment le cadre dans lequel tout ça se passait, combat entre communistes et capitalistes finalement. Mais il y a des choses qui vont changer tranquillement. Au Québec, le 17 février 1944, le gouvernement d'Adélard Godbout va adopter la loi des relations ouvrières. Ça va forcer les employeurs à négocier de bonne foi et ça améliore la stabilité des organisations syndicales. On peut lire ça dans la publication Le syndicalisme québécois, 2 siècles d'histoire, paru en 2004. Et donc, le 13 juin 1944, pratiquement 10 ans jour pour jour après la grève des FRO, il y a l'International Union of Mine, Mill and Smelter Workers, l'ancêtre des métallos d'aujourd'hui, qui va devenir le premier syndicat à représenter les intérêts des mineurs de l'Abitibi et de Témiscamingue. Ouais. Donc, contexte de menace rouge, hein, puis vous l'avez dit, on a tué dans l'œuf ce mouvement de grève pendant presque 10 ans. Ouais. Bon, par la suite, il y a eu des gains importants pour les mineurs jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste chez vous aujourd'hui de la présence des FRO à Rouyn-Noranda? Est-ce que c'est visible? Est-ce qu'on peut voir des traces de ça? Absolument. En fait, anecdotiquement, il y a le kobasi, ça c'est le saucisson polonais, ou la kielbasa, qui se vend à la charcuterie du Nord de Val-d'Or, une épicerie qui est là depuis les années 30 et qui perdure encore aujourd'hui, qui fait encore les charcuteries à la manière ancienne. Mais il reste aussi les églises ukrainiennes et les églises orthodoxes russes de Rouyn et de Noranda, qui sont aujourd'hui plutôt des attractions touristiques. Et il y a une petite communauté anglophone dont les membres portent des noms comme Mecheski, Slobodian, Kowalowicz, Serafinovich, Ochedusko, Yanevich, Nieminen, qui sont les descendants directs des FRO. Et bien sûr, il nous reste la chanson de Desjardins. Oui, bien sûr, qui est certainement l'épisode le plus connu, en tout cas celui qui a fait connaître au Québec et à l'ensemble du pays cet épisode très, très important pour l'histoire de la région. Félix B. Desfossés, journaliste spécialisé en histoire, qui nous parlait de chez lui, donc à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Félix. Merci, Maxime. À bientôt. Et puis, en terminant, je vous rappelle nos adresses si vous voulez communiquer avec nous, si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions. Vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou bien sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire au singulier à commercial radio-canada.ca. Ici Maxime Coutier. Merci d'avoir été là. À une prochaine. Le jour où c'est qu'on me trouvera mort, enterrez-moi debout la tête dehors, au soleil.